On va commencer notre troisième partie. On a commencé à l'évoquer un petit peu, hein, messieurs, sur les passerelles possibles entre des différents acteurs, on va les appeler comme ça, entre le public, le privé, entre les collectivités territoriales et les entrepreneurs. Là, j'aimerais sur cette dernière partie qu'on commence par vous, Thomas Binet, par s'appuyer sur notre cas concret. Vous avez travaillé sur la métropole bordelaise et vous avez été capable effectivement de faire ressortir le poids quantifiable, le poids concret de notre développement économique, de l'agriculture et de l'alimentation. Il y a un chiffre qui vous a surpris particulièrement dans l'étude que vous avez faite? Oui, en fait, on se disait, finalement, si on veut favoriser l'alimentation et l'agriculture sur un territoire urbain, en fait, il va falloir essayer de voir combien ça coûte à une collectivité. Et en fait, on a été assez surpris de voir que on ne parle pas vraiment de coûts, en fait. On parle vraiment de bénéfices associés au fait de favoriser cette agriculture sur le territoire. Et je vais m'expliquer. En fait, au sein de Vertigo Lab, on a Je vous interromps 2 secondes. Je disparais de l'image, mais je suis quand même à côté de vous, d'accord? Ça vous intéresse pas, c'est ça? Non, absolument pas. J'aime absolument pas vous écouter discuter tous les trois. Vous êtes inintéressants au possible. À tout de suite. Je continue de parler quand même. Hein, je continue, c'est ça. Donc, en fait, ce que je voulais simplement dire, c'est que donc on a travaillé, nous, on est spécialisé sur ces sujets de mesures d'impact socio-économique. L'idée étant de poser, en fait, de calculer les retombées socio-économiques d'un secteur sur le reste de l'économie du territoire. C'est ce qu'on appelle un peu les effets indirects et induits. Et en fait, c'est super intéressant de voir ça. Je vais juste expliquer le principe. Vu que Julie est partie, je vais pouvoir monopoliser la conversation. Voilà, je te rassure, tout le monde écoute en fait. Il y a plein de gens, tous les gens sont à fond, ils vous écoutent tous. Okay. Je le dis alors, comme ça et je remplace Julie, vas-y. C'est le petit moment d'économie territoriale. Alors, en fait, quand j'achète mon pain à la boulangerie, je génère un impact direct sur le secteur de la boulangerie de 1 euro, quand le prix de la baguette est de 1 euro. Mais lui, là, le boulanger, il a acheté sa farine au Grand Moulin de Paris, aux paysans du coin, sa farine pour 50 centimes. Et lui-même, les Grands Moulins de Paris ont acheté le blé pour 15 centimes, etc. Donc, si je cumule mes 1 euro, 50 centimes, 30, 15, etc., j'ai la totalité des impacts sur donc, ces effets indirects. Et je peux aussi calculer les dépenses des salariés de chacun de ces acteurs-là sur le territoire. C'est ce qu'on appelle les effets induits. Et en fait, en cumulant ça, on est capable de dire, avec mon euro, j'ai généré 70 centimes, 1 euro de plus sur le territoire. Et en fait, cette façon de fonctionner qui est extrêmement robuste, puisqu'elle est issue des travaux d'un prix Nobel d'économie, Leontief, dans les années 70. Nous, on le mobilise pour un certain nombre de sujets liés à la transition écologique et aussi à la transition agricole. Et en fait, on a fait le travail pour Bordeaux Métropole en se disant, finalement, vu le peu d'agriculteurs qu'il y a, on parle de 200 exploitants, finalement, il n'y aura pas forcément un effet multiplicateur majeur. Et en fait, on a été assez surpris puisque l'agriculture arrive en 8e position sur 62 des effets multiplicateurs sur le chiffre d'affaires, sur la production, les plus importants. Voilà. Et donc, pour 1 euro de chiffre d'affaires dans l'agriculture, on a 50 centimes supplémentaires qui sont générés sur le territoire par les fournisseurs. Donc, en fait, les agriculteurs de la métropole achètent leur terreau, achètent leurs semences, achètent leur matériel à des fournisseurs locaux. Voilà. Et quand on sait ça, en fait, ça permet de repenser aussi les choses, puisque avec mon euro de subvention, mes efforts de ma collectivité posés sur le développement d'une agriculture sur le territoire, je vais finalement générer des effets de retombées majeurs sur le reste de l'économie du territoire. Et alors, pour l'anecdote, ce qu'il faut savoir, c'est que la construction, c'est le 33e secteur sur 62. Hein, et l'aéronautique, c'est l'avant-dernier, c'est le 62e. C'est-à-dire que tout, en valeur absolue, c'est majeur, c'est sûr, ça on ne peut pas le comparer. Mais pour le coup, en termes de valeur relative, chaque euro de chiffre d'affaires généré fuit le territoire quand c'est dans l'aéronautique, puisque les fournisseurs sont à l'extérieur, alors que dans l'agriculture, ça n'est pas le cas. Donc, vous voyez, le développement de l'alimentation et de l'agriculture n'est pas
uniquement un sujet de coût, peut générer des bénéfices, peut être un moteur de développement socio-économique pour les territoires ruraux, on en a déjà parlé, mais aussi pour les territoires urbains. Comment on fait, Karl Guénier, comment on fait pour resserrer ce lien entre les collectivités et les entreprises? Comment vous feriez? Vous avez une baguette magique? Allez, Non, sur quoi vous partez? J'ai pas de baguette magique là-dessus. Et puis, il y a différentes expériences qui montrent que des fois ça marche, des fois ça marche pas. En Bretagne, par exemple, que je connais mieux, ça a très bien marché dans les années 60. Quoi. Les élus ont une capacité à mobiliser tous les acteurs des filières agricoles, agroalimentaires. Et du coup, à complètement relever, enfin, rattraper le retard qu'on avait. Et aujourd'hui, les années 2000, lesquels ont du mal à réunir les industriels pour des projets dans l'intérêt du territoire, comme par exemple la mutualisation de moyens, de transport, etc., pour éviter le transport à vide. Donc ça dépend des conjonctures, ça dépend un peu aussi du leadership des élus, etc. Mais effectivement, pour rebondir ce que disait Thomas également, nous, ce type d'études qu'il a fait, nous, on en fait beaucoup. Hein. Bon, après, c'est des études à prendre avec précaution. Hein. Même si Thomas cite un prix Nobel des années 70, il y a beaucoup de critiques à avoir. Hein. Nous, on utilise beaucoup ce méthode-là, mais on est très, très prudent. Hein, très, très prudent. Donc, on l'a fait également sur la Bretagne. Hein. Sur la Bretagne, sur l'effet multiplicateur pour la Bretagne. Nous, sur un euro, on arrivait à quelque chose de beaucoup plus important. Hein. Sur un euro, on arrivait à plus de 2 euros de créer. Mais c'est normal, c'est l'élevage derrière. Donc, l'élevage, derrière, il y a toute l'industrie de l'alimentation, il y a la découpe, etc., les commerces. Ah bon, c'est beaucoup plus élevé. Bon, là, je suis surpris de ce qu'il dit Thomas, c'est que c'est plus faible que dans d'autres secteurs. Parce que généralement, ce qu'on montre, c'est l'agriculture, les effets multiplicateurs sont plus faibles que la plupart des autres secteurs. Mais bon, il y a débat. Mais le point de consensus, c'est qu'il y a un effet multiplicateur. Un effet multiplicateur qui est loin d'être négligeable. Et vous avez l'impression, messieurs les trois intervenants, que les collectivités locales ont conscience de cet effet multiplicateur. Qu'est-ce qui manque encore pour les convaincre d'investir vraiment ce domaine-là, ou au contraire, elles sont à fond, mais elles n'ont pas les bons outils? Justement, c'est ce que je disais, c'est qu'ils ont des ressources limitées. Donc, du coup, eux, il faut que même si c'est rentable dans l'agriculture, peut-être l'euro qui va investir dans l'agriculture, peut-être sera plus rentable ailleurs. Donc, ils sont face à des choix. Et pour les régions de Bretagne, peut-être que c'est important l'agriculture, mais il y a d'autres secteurs importants. Il y a l'automobile, il y a l'électronique, etc. Donc, eux sont face à des arbitrages. Donc, évidemment, si on rentre que le côté agriculture, ben, on va dire oui, c'est important, mais eux sont face à des problématiques qui sont bien plus larges. Donc, donc ils s'occupent d'un tas de problèmes pour les ménages, pour les entreprises, améliorer la connexion Internet dans les zones rurales. Enfin, ça touche un tas de la cantine, ça touche plein de métiers, mais avec des ressources très limitées. Et donc, du coup, c'est difficile pour eux de faire. Donc, même s'ils entendent, nous en Bretagne, ils entendent. Hein, l'étude que je vous ai parlé, c'est une commande du Conseil régional de Bretagne. Mais par contre, après, c'est loin d'être ça. Je ne vois pas être à leur place, les collectivités locales, pour trancher où investir, étant donné les moyens qu'elles ont. Thomas Binet, vous souhaitiez réagir? Oui, en fait, pourquoi l'effet… Je reviens sur mon effet multiplicateur parce que, en fait, à l'échelle d'une petite commune ou d'une métropole, par exemple, forcément, les fournisseurs ne sont pas forcément tous là. Donc, plus je vais élargir mon périmètre et plus mon multiplicateur sera important puisque la plupart Vous êtes là encore? Oui. Ça a coupé. En fait, la plupart des fournisseurs seront sur le territoire. On a travaillé, donc j'ai parlé de Bordeaux Métropole, on a travaillé pour la coopération agricole sur pas mal de coopératives du Sud-Ouest, quelles que soient les filières. Et là, les résultats, en effet, sont largement supérieurs. On a trouvé que pour 1 euro de chiffre d'affaires, on avait souvent 2 euros de plus en région Nouvelle-Aquitaine qui étaient générés sur le reste de l'économie du territoire. Donc, c'est des chiffres assez majeurs qui sont liés au statut coopératif et qui sont liés à toute une dynamique des AOC, par exemple, puisqu'on maintient sur le territoire des fournisseurs que sont les agriculteurs. Et ce que je voudrais dire là-dessus, c'est aussi des emplois non délocalisables. Donc, en fait,
l'agriculture représente un secteur à fort potentiel pour les territoires ruraux. Et la question que je me suis posée, c'est finalement, qu'est-ce qui fait qu'un élu va choisir de favoriser tel ou tel secteur dans son développement économique? Moi, je prêche pour que ce soit, on travaille sur ces notions de multiplicateurs. Et alors, je ne rejoins pas forcément Karl là-dessus, parce que tout ce qu'on a trouvé, nous, c'est que l'agriculture, et notamment ces coopératives agricoles, se situe dans les 5 à 10% des entreprises et des entreprises avec les plus forts multiplicateurs sur le territoire, quoi. Tout secteur confondu, et même au sein de l'agriculture, c'est encore plus important. Donc, on est vraiment sur le top de la retombée, quoi. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va choisir? Et donc, pourquoi est-ce que je cherche à favoriser la high-tech, etc.? Est-ce que j'ai lu dans la tribune? Enfin, on ne sait pas, en fait. Et donc, nous, ce qu'on porte, ça, c'est l'idée d'avoir des choix rationnels dans les secteurs qu'on va chercher à valoriser. Bien sûr, ça, ce n'est pas la vérité absolue. Il faut travailler sur le tissu économique local, les acteurs, savoir quels sont les atouts d'un territoire pour savoir sur quoi on va miser. Mais les stratégies de développement économique à l'échelle des territoires doivent prendre en compte cette notion d'effet multiplicateur, parce qu'à l'heure des arbitrages budgétaires, en effet, on n'a pas beaucoup d'euros à mettre pour proposer, soutenir différents secteurs. Juste, petit focus, petit pas de côté pour vous trois. Là, on parle énormément de l'agriculture. Passons aussi à l'alimentation et on va dire à tout le secteur économique qu'il y a après, notamment sur la transformation. Bruno Parmentier, je voudrais vous faire réagir là-dessus. Ok, il y a des agriculteurs, mais il n'y a pas que de la vente directe, on a aussi de la transformation, on a aussi tout un secteur économique. Comment je les attire sur mon territoire, quitte à ce que, et ça c'était une discussion qu'on a eue avec M. Guénier il y a quelques temps, quitte à ce que ce qui est produit sur mon territoire, après, reparte peut-être ailleurs, parce que j'ai une filière d'excellence dans la transformation, je ne sais pas, je fais super bien la confiture de fraises, par exemple. M. Parmentier. Alors, bon, moi je ne suis pas un spécialiste de ça, donc j'avance prudemment. Alors, Karl parlait de la Bretagne. Moi, j'ai envie de parler de la Vendée. Voilà quand même le département qui a le plus faible taux de chômage en France et qui est d'abord un département agricole et qui est un département où il y a ce truc extraordinaire, il y a une usine dans chaque village. Et une bonne partie de ces usines, c'est justement de l'agro-industrie qui valorise le local. Et puis, ils ont fini à partir de ça à avoir des grandes marques nationales, Fleury Michon au fin fond de la campagne, etc. Mais ils y arrivent. Et donc, je ne sais pas comment ça marche. Mais chaque fois qu'on va en Vendée, on trouve ça aussi un peu en Bretagne, il y a cette cohésion régionale qui, je trouve, est absolument impressionnante. Alors, c'est d'abord un phénomène culturel, mais on ne peut pas s'empêcher de dire, très probablement quand même, il y a des collectivités locales qui ont su prendre l'air du temps et il y a certainement cette espèce de symbiose entre l'économie et le politique qui marche mieux qu'ailleurs. Donc, je n'ai pas de recette, mais il y a quand même des départements qui s'en tirent mieux que les autres. Donc, on doit pouvoir faire des choses quand même. Ok. Avant de faire réagir Karl justement sur cette question-là, je vous annonce que les questions sont ouvertes et que je demanderai à Zoé de venir nous rejoindre tout à l'heure pour justement faire un petit peu la synthèse de tout ça. Karl, l'importance aussi de la filière alimentation au-delà de la filière agriculture pure. Comment vous vous positionnez vous là-dessus? Non, c'est important. Enfin, c'est un acteur très important. Donc, il y a l'agroalimentaire et puis il y a aussi la distribution, parce que c'est un acteur très très important. Donc, sur 100 euros, par exemple, 100 euros qui est dépensé, il y a qu'une petite partie finalement qui va aux agriculteurs. Hein. Il y a, je crois, sur 100 euros, il y a que 13 euros qui va à l'agriculteur. Donc, la grande majorité se situe vers l'aval. Et donc, du coup, notamment une grande partie pour la grande distribution. Voilà. Donc, d'où le discours qui est parti sur l'intérêt de faire des circuits courts, et donc des circuits courts, c'est-à-dire moins d'intermédiaires. Voilà. Mais avec la grande difficulté, c'est que le produire, c'est un métier, distribuer, c'est un autre métier, et transformer aussi. Donc, il y a 3 métiers. Et généralement, les agriculteurs sont bons dans un métier, donc forcément moins bons dans un autre.
Donc, effectivement, l'émergence de la grande distribution et des industries agroalimentaires a participé grandement à l'augmentation de la production agricole. Je vous donne juste un exemple. Donc, je ne vais pas entrer dans le débat sur la partage de la valeur ajoutée, parce qu'évidemment, il y a des pratiques, là, par la grande distribution, qui poussent vraiment vers le bas les prix agricoles, et même des fois avec beaucoup de cynisme, qu'on voit dans les publicités de la grande distribution, et dont les agriculteurs a écoulé leurs marchandises au prix coûtant. Mais n'empêche que ça a un rôle important, et notamment même sur l'exportation. Donc, ce qu'on voit, par exemple, la grande distribution, quand elle va s'implanter à l'étranger, et ben, du coup, elle va faire travailler les agriculteurs français. Parce que du coup, quand elle va s'implanter en Asie, et ben, les exportations de la France vers l'Asie vont augmenter. Et ça, on le voit à travers nos recherches. Là où la construction s'implante, tout de suite, ça va avoir un effet important sur les exportations françaises vers ce pays-là. Et l'industrie agroalimentaire a également un rôle important. Ça, c'est clair, ça rend un effet multiplicateur qui est très important. Après, monter des filières, c'est pas simple. Certes, il y a des régions qui réussissent, mais vraiment trouver le facteur. Mais on n'a pas, chose qu'on a beaucoup travaillé, mais il n'y a pas de recette massive. Je prends l'exemple type, la Silicon Valley. Tout le monde connaît. Voilà. Silicon Valley, ça a émergé dans une zone agricole. C'est pas San Francisco, c'est à côté de San Francisco, c'était une zone purement agricole. Et ça a vraiment été le pur hasard si la Silicon Valley a émergé là, cet endroit précisément. C'est le fruit de facteurs de circonstances entre un étudiant, le président de l'Université de San Francisco, qui avait des terres agricoles dans l'est de San Francisco. Il a envoyé des étudiants là-bas pour se loger. En même temps, il y a eu l'armée qui a investi les terres agricoles pour monter un centre de recherche. Et là, Hewlett Packard est arrivé. Et puis après, toute la success story qu'on connaît Silicon Valley. Donc, à prédire, personne n'aurait misé au début de Silicon Valley que ce territoire-là allait connaître être l'endroit le plus riche du monde. Enfin, c'est un des endroits les plus riches du monde. Donc, c'est très difficile. C'est vraiment des facteurs de circonstances. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. Je disais vraiment le rôle peut-être des collectivités locales. De toute façon, ils n'auront pas les moyens. Mettre beaucoup d'argent dans les filières pour attirer, ça marche rarement. On a vu la politique autour des zones d'activité. À un moment, une époque, dans les années 90, 2000, c'était mettre des zones d'activité partout dans les zones rurales. Vous avez une autoroute, une sortie d'autoroute, tout de suite, toutes les communes rurales ont mis une zone d'activité là. Donc, sauf qu'aujourd'hui, 50% des zones d'activité sont vides. Donc, voilà, parce que tout le monde a fait la même chose au même moment, etc. Donc, ça marche pas. Moi, je pense qu'il faut plutôt créer les conditions, vraiment faire en sorte qu'il y a un environnement qui soit très favorable. C'est pas forcément de l'argent, mais avoir des institutions de qualité, d'avoir des chambres consulaires de qualité, d'avoir un conseil régional de qualité, d'avoir un accès à crédit de manière plus simple. C'est de mettre en place des incubateurs d'entreprises, y compris dans le milieu agricole. Comme je disais au début, on associe ça beaucoup au milieu de l'agritech, etc. Mais également de l'entrepreneuriat dans le milieu agricole, il faut le favoriser. Enfin, il y a une tas de petites actions comme ça à mettre en place. Et après… Okay. Je vous interromps là, on va passer aux questions. Je suis en direct avec Zoé sur le téléphone. On se disait, on ne parle que de l'économie réelle. Qu'en est-il des impacts sociaux, environnementaux et culturels sur les systèmes d'autoproduction? Jardins privés, partagés, lieux d'éveil nourriciers, etc. L'autonomisation est-elle une question de moyens? Quel est votre avis là-dessus? Allez, Monsieur Binet. L'autonomisation est-elle une question de moyens, de surface, en fait? Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais… En fait, ça va être quoi les impacts sociaux, environnementaux et culturels aussi, le fait de développer sur notre territoire une agriculture et une alimentation? On arrive à le quantifier, ça, ou pas? Alors, vous parlez des jardins, etc. Je pense qu'il y a tout un volet agriculture urbaine au sein des villes qui est essentiel. Alors, pas pour l'autonomie alimentaire, mais pour une forme de réapprendre à cultiver, de s'approprier une certaine connaissance agronomique ou agricole. Et il y a beaucoup de rôles liés, il y a beaucoup de pédagogie là-dedans, beaucoup de sensibilisation, beaucoup de pédagogie, que ce soit pour la production que pour la réduction du gaspillage. Parce que pour moi, le fait d'avoir son compost, le fait d'avoir 2-3 poules, etc., on apprend énormément de choses avec ça. Après,
sur le fait de prendre conscience des filières, de prendre conscience d'un certain nombre de choses, pour moi, ça a un impact majeur. Et cette notion de relocalisation fait qu'on peut, je parlais tout à l'heure de solidarité alimentaire, le fait d'aller visiter les fermes dans lesquelles on s'approvisionne, c'est assez majeur en termes d'impact, en termes d'exemplarité et aussi en termes d'effet, puisqu'il n'y a rien de mieux, on le disait en début, en introduction, il n'y a rien de mieux que le regard du consommateur pour changer les pratiques des agriculteurs. Moi, je produis des figues, par exemple, hectares de figuiers, j'ai la vigne, j'ai un certain production, mais mes figues, quand je les vends en direct et que je vois le regard des consommateurs, je sais, je suis fier de mon produit, ou en fait on ne peut pas produire, quoi. Et donc il y a cette forme de fierté qui est essentielle et qui pousse à faire des changements, parfois qui impliquent des investissements, qui impliquent un certain nombre de choses, mais qui est parce qu'il y a cette forme de fierté derrière. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas… Ça me va. Zoé, est-ce que vous nous entendez? Oui, moi j'entends. Est-ce que la réciproque est vraie? Tout à fait, tout à fait. On vous entend, on vous écoute. Alors, une autre question de Valentin qui, je vois, la pose à chaque fois, elle a essayé de la mettre dans le chat, etc. C'est ne parle-t-on pas trop souvent de fruits et de légumes lorsqu'on parle d'agriculture territoriale? Il pose notamment la question des filières d'élevage, des activités céréalières, des filières qui sont un peu moins sexy, un peu plus difficiles à appréhender peut-être, et donc on a du mal à intégrer dans ces réflexions-là finalement autour de la relocalisation. Messieurs, Karl ou Bruno, qui se sentent répondre? Je le redis, hein, les fruits et légumes, c'est à vue de nez 10% de nos dépenses alimentaires. Hein, donc, il faut aussi s'occuper des 90%. Alors, bon, l'élevage de bovins, de ruminants, ça modèle en plus les paysages. Donc, c'est pas rien pour une collectivité locale. Hein, bon, c'est vrai qu'on n'est pas une zone de montagne, mais si on veut des pistes de ski l'hiver, il faut qu'il y ait des animaux dans les alpages l'été. Hein. Voilà, on voit bien que tout ça, c'est quand même très lié à l'eau, au paysage, au tourisme, etc. Donc, c'est pas rien, mais en même temps, ça peut pas être intrinsèquement local. À partir du moment où on se met à faire du blé, où on se met à faire du lait, on élargit forcément sa zone de chalandise. Alors, il y aura toujours le petit éleveur de chèvres qu'on aime bien, barbu chevelu, chemise à fleurs, qui effectivement fait son petit fromage vendu sur le marché. Donc, c'est très bien. Du point de vue culturel, c'est parfait. Du point de vue économique, c'est peanuts, on est bien d'accord. Ceci dit, c'est l'ensemble, parce que ça participe à la gestion de la terre, de l'eau, de l'air, de la pollution, du réchauffement climatique, etc. Donc, c'est quand même très important aussi pour une collectivité locale. Je vous arrête là, je fais réagir Karl, et puis après, on prendra une dernière question parce que l'heure tourne. Karl, vous êtes avec nous? On a perdu Karl. On a perdu Karl. On a perdu Karl. Alors. C'est moche, Monsieur Binet, de profiter des contingences techniques pour prendre la parole. Non. Je voulais simplement parler d'un petit outil qui s'appelle Parcel pour les collectivités. Si vous ne connaissez pas, c'est super intéressant. Ça a été développé, je crois, en partenariat avec Terre de Liens. Et en fait, si vous rentrez des données comme de quelle surface je dispose pour développer mon autonomie alimentaire, par exemple, ça vous calcule un peu votre ratio ou le nombre de personnes que vous pouvez nourrir avec ça. C'est un outil avec lequel on peut jouer, qui est super intéressant et marrant. Et en fait, ça illustre assez bien, si on prend le régime alimentaire actuel et qu'on se dit, je vais nourrir X personnes avec ma surface, vous verrez que l'élevage, en fait, occupe une place énorme. Et c'est de l'élevage tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire qui a besoin de maïs, qui a besoin de céréales pour être produit. Et donc, ça, c'est intéressant. Et voilà. Redonnez-nous le nom. Je crois que c'est l'outil Parcel. Si vous tapez sur Google Parcel, vous trouverez ça. Et ça fonctionne assez bien. Ok. Non, Bruno, je ne vous donne pas la parole. Tu n'as plus le temps. Pour donner un autre outil. Côté alimentation, bon pour le climat. Et ça permet effectivement de calculer
dans un menu, combien de gaz à effet de serre, etc. Donc, tout ce genre d'outils, c'est quand même intéressant pour les collectivités. Ok. Zoé, j'ai présumé de notre temps qui nous restait. Je préfère qu'on s'arrête là. Pas de souci. Bon, vous m'en voulez pas? Mais non. Et du coup, je vais vous inviter à ce qu'on s'achemine tranquillement vers la conclusion de cette matinée. Et à ce titre-là, j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un de PQNA qui vienne nous rejoindre, notamment Colline. Colline, est-ce que vous êtes parmi nous? Est-ce que vous nous entendez? Parce que là, on est d'accord qu'on n'a pas pu tout aborder, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on a la grande chance que, en fait, cette journée ne se termine pas, en fait, notre rencontre de ce matin n'est qu'un début. Tout à fait. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Super. Ouais, ok, parfait. Oui, cette journée n'est qu'un début. Donc, juste avant de parler de la suite des aventures, je voulais déjà commencer par remercier toutes les participants, tous ceux qui ont pu venir aujourd'hui, qui ont été si nombreux et de manière très diversifiée dans les profils. Donc, c'est super intéressant qu'on ait pu avoir cette diversité. Je voudrais aussi remercier les intervenants. Bon, Karl n'est pas là, mais on lui transmettra nos remerciements. Et aussi à vous, Julie Benzoni, pour cette animation très super, quoi. Et aussi pour voir que toutes ces interventions nous ont permis de bien comprendre les enjeux pour les collectivités, pour l'agriculture et l'alimentation, et de voir que finalement, il y avait aussi un enjeu de renouvellement des générations d'agriculture et que on avait bien noté la nécessité d'installer des paysans, des agriculteurs et si on voulait répondre à cette nouvelle demande sociale. Donc, à la suite de cette rencontre, on va créer un article qui sera diffusé avant la fin de l'année. Il y aura aussi également la diffusion de ce webinaire sur la chaîne YouTube, mais également sur notre site internet. Et on va sélectionner des publications de nos intervenants pour que vous puissiez aussi avoir accès à tout ça. Parce que c'est sûr qu'on n'a pas forcément le temps de bien débattre, de poser toutes les questions qu'on veut. Déjà, quand c'est en vrai, c'est difficile, mais alors en plus, en visio, c'est encore plus compliqué. Donc, on fait ce qu'on peut, mais voilà. Et on vous annonce aussi le prochain rendez-vous, donc ce dont parlait Julie Benzoni, c'est le 3 décembre. On vous donne rendez-vous pour passer à l'atelier, à des web ateliers sous le signe du passage à l'action. Donc là, on était sur l'acculturation et maintenant on va être sur le passage à l'action avec du coup le principe moteur sur des sujets bien connectés par le thème qui nous a rassemblés aujourd'hui, la dimension économique de l'agriculture et de l'alimentation, ainsi que leur ancrage territorial. Donc, on aura des ateliers qui seront sur le thème de la mise en place de filières ancrées sur les territoires, des cas concrets aussi qui parleront de transformation, de distribution, d'approvisionnement, de logistique, d'organisation de filières. Donc, des ateliers qui seront organisés sous deux formes, le retour d'expérience, mais également le co-développement. Co-développement, donc, parler d'une problématique réelle dans un territoire et essayer de trouver des solutions pour avancer. Et bien sûr, ça ne s'arrêtera pas là. Donc ça, c'était la première séance, les deux premières séances du cycle de webinaire qu'organise PQNA dans l'agriculture et l'alimentation. On vous donnera aussi rendez-vous en 2021 sur un autre sujet, l'alimentation sociale et solidaire, avec les inscriptions qui commenceront d'ici la fin de l'année et qui débuteront avec une première séance le 2 février. Donc, on vous attend également super nombreux. Et puis un petit rappel, on a aussi beaucoup de ressources disponibles sur le site de PQNA. Donc abonnez-vous à nos supports de communication, aux newsletters, aux réseaux sociaux, mais faites à votre guise comme vous voulez, mais sachez qu'au moins tout ça existe. Donc n'hésitez pas à piocher dans toutes les ressources qui sont disponibles, ça pourrait aussi vous aider. Et on vous enverra aussi un formulaire de satisfaction pour connaître vos avis sur cette séance d'aujourd'hui, en espérant que on a quand même pu répondre à la plupart de vos questions et aussi à vos intérêts et à votre curiosité. Dernière annonce, petit bonus de la journée. La semaine prochaine, on organise aussi un webinaire sur la revitalisation des centres-bourgs, le 26 au matin, qui s'appellera « Dynamiser l'attractivité commerciale des centres-bourgs ». Donc, bien sûr, vous êtes tous les bienvenus. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet de PQNA et on vous attend aussi nombreux.
Eh ben, merci beaucoup, Colline. Merci aux 3 intervenants. Merci à vous, messieurs, dames, qui avez suivi, écouté, participé. Je vois défiler sur le chat, sur les questions, il y a des liens, il y a tout ça. Et je pense que là, l'objectif de PQNA est vraiment atteint. Donc, on est à distance, on ne peut pas applaudir, mais je vous remercie à tous énormément. Je vous souhaite une bonne continuation et puis que ça mûrisse, que ça grandisse dans vos têtes et à très vite tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir.